30 ans. Ça fait un peu plus de 2 ans que j'ai dépassé cette fameuse trentaine. Et ça n'a pas cessé de générer des bouleversements et des questions que je ne me posais pas il y a 10 ans. Il m'a fallu un certain temps pour me rendre compte que toutes mes conversations avec mes amis tournaient plus ou moins autour des mêmes sujets. Nos vies professionnelles, nos vies amoureuses, notre rapport à notre corps, l'urgence climatique, la situation économique. Autour de moi, les gens ont commencé à parler de reconversion professionnelle, de recherche de mieux-être, de sens. Certains se sont séparés de leur partenaire, d'autres se sont mariés ou ont fait des enfants, d'autres ont choisi de ne pas en faire. Et puis cet été, en plein milieu d'une saison en bord de mer, une question m'est posée par quelqu'un de bien plus jeune. Ça vous fait quoi d'avoir 30 ans en 2022 ? Sur le moment, j'ai pas su trop quoi répondre, mais cette question a tourné viré dans ma tête. C'est vrai ça ? C'est quoi avoir 30 ans en 2022 ? Est-ce que tout le monde est comme moi ou est-ce que je suis la seule ? Est-ce que les autres se posent les mêmes questions ? Est-ce qu'on vit les mêmes problématiques de vie, les mêmes perturbations ? Est-ce que le constat est le même pour tous ? Est-ce que la vie qu'on nous avait fait miroiter il y a 10 ans n'est pas celle qu'on constate maintenant ? Est-ce que le schéma promis nous rend heureux ? Et d'ailleurs, c'est quoi être heureux ? Les gens qui m'entourent me rejoignent dans mes questionnements, on en discute même pendant des heures. Mais est-ce qu'on est juste une poignée ou est-ce que ça touche tout le monde ? C'est en voyant que les gens de 20 ans n'avaient pas du tout mes préoccupations que toutes ces questions ont déferlé dans ma tête. Alors je me suis dit que pour en parler, pour se rendre compte qu'on n'était peut-être pas les seuls face à tout ce bordel actuel, le mieux, ça serait quand même d'aller en parler à ceux qui en parlent le mieux, c'est-à-dire les gens de 30 ans. Et c'est pour ça que je suis allée à la rencontre des gens dans mes âges, approchant de la trentaine pour certains, d'autres l'ayant un peu dépassé, mais pour savoir si on en était tous au même point, et comme pour faire un témoignage de notre génération. À nos 30 ans. 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 Eh ben voilà, c'est le premier épisode pilote du podcast À nos 30 ans. Je suis extrêmement à l'aise dans la place de l'intervieweuse, voilà. Donc aujourd'hui, je suis avec Simon. Voilà, je suis très très à l'aise dans ce rôle-là. Eh ben, je vais te laisser te présenter. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Simon, j'ai 32 ans, donc je triche, j'ai 2 ans de plus que le podcast, c'est pas bien. C'est ridicule. Ouais, c'est ridicule. On commence bien, c'est n'importe quoi dès le pilote. Gros mensonge sur le sujet. C'est ouais. vraiment pas bien. Hein. Donc j'ai 32 ans, j'habite actuellement le Maine-et-Loire, Ouais. Angers. Ouais. Mais ça va pas durer longtemps parce que j'ai trouvé un travail en Irlande et je déménage dans 3 semaines. Je m'en vais. Enfin. Allez, vis ta meilleure vie d'expatrié. Ok, eh ben oui, écoute, après on a la ville qu'on mérite, hein, finalement. Pardon. Non, je vais pas juger. T'habites où déjà, hein, la Vendée. Donc, j'ai pas envie d'en parler. Ta gueule. Oui, ça attire les gens. Ok, c'est bon. Déjà, donc premier mensonge, donc tu n'as pas 30 ans. Ok. Juste pour commencer l'intro et pour que les gens comprennent un peu, donc le but c'est que la personne se présente et que tu nous parles par exemple un peu brièvement de ton parcours scolaire, voilà à peu près et ce que tu fais à peu près globalement dans ta vie actuellement. J'ai fait une STR appliquée mais ça n'a pas marché. Donc après j'étais faire comme tous les gens qui avaient des bonnes notes, une première S. J'ai été faire S. Genre Okay. mes parents, t'es bon en maths, vas-y, va faire S. Donc voilà, j'ai fait une première S. Ce qui est illogique. Non, c'est pour oui, je vois. Et après, je suis retourné en fait dans ce que j'avais voulu faire, c'est-à-dire le graphisme, et j'ai fait une prépa de graphisme à Nantes. Ouais. Et voilà, donc j'ai fait l'équivalent d'une licence dans une école privée. Waouh. Ouais. Et ça valait le coup d'aller dans le privé. Oui, de toute façon en fait il y avait des écoles publiques, mais c'était dur d'y rentrer et en fait il y avait pas de, fallait aller à Paris, tout ça, et puis il fallait être très bon aussi, donc c'était compliqué. Et après donc j'ai trouvé mon premier travail, c'était là où j'avais fait mon stage, ils m'ont pris, même pas d'ailleurs, non c'est même pas ça. Mon premier travail, en fait, ils m'ont pris en stage pendant les 3 mois où ils pouvaient encore me prendre en stage parce que ça coûtait moins cher et ils m'ont engagé après pour péricliter à peine 10 mois après mon début de
contrat, ils ont arrêté de l'activité parce qu'il magouillait dans tous les sens. C'était vraiment sympa. Super. On adore. Est-ce que c'est très étonnant? Voilà. Bon, et j'étais web designer dans une petite agence à Nantes, donc ça a duré 10 mois. Et je me suis dit, avant de trouver ce travail-là, je m'étais dit que j'allais continuer mes études à l'étranger. Donc en fait là, je me suis dit, je vais trouver un travail à l'étranger. Ce sera un peu comme si je vivais mon fantasme de l'auberge espagnole. Ouais, Tu vois, le truc de je vais en Erasmus, parce que je pouvais pas le faire avec mon école, parce que c'était une école privée, j'avais pas accès. Et voilà, donc je me suis dit, je vais aller à l'étranger, j'ai envie d'aller à l'étranger, je vais trouver un travail à l'étranger ou quelque chose. Et donc j'ai commencé à chercher des trucs en Angleterre et tout ça. Et c'est pas du tout l'auberge espagnole du coup, parce que je sais pas si tu as vu le film. C'est vraiment Barcelone, oui. C'est une blague. C'est terrible. Oui. Et voilà, donc j'ai essayé, j'ai cherché du travail et tout. Et j'ai trouvé du travail à Amsterdam et j'ai déménagé comme ça en 2 jours là-bas. Et j'y ai habité pendant 1 an et demi. Okay. Et je suis revenu en France en me disant, je vais monter ma boîte, c'est facile. J'ai échoué comme une merde. Bon, j'ai en fait monté ma boîte et je l'ai toujours, mais j'ai pas du tout fait ce que j'avais prévu de faire. Et je suis retourné à Amsterdam et là j'ai passé la pire année de ma vie. Donc là on était en 2016 où je me suis luxé la rotule. J'avais un plâtre sur toute la jambe. Alors que j'habitais au 3e étage sans ascenseur dans des escaliers à la con d'Amsterdam, donc vraiment hyper pentu, vraiment horrible. Je me suis retrouvé tout seul. Tous mes potes de la première fois où j'étais à Amsterdam, ils avaient continué leur vie en fait. Ils ne m'avaient pas attendu, donc c'était compliqué. Il y avait plein de choses qui étaient très différentes. Et puis en fait, une fois que tout ça c'était c'est bon, j'ai enfin une jambe, et harcèlement au travail et burn-out qui m'ont emmené jusqu'à c'est ça, début 2017 où je suis revenu en France en ne sachant pas ce que je voulais faire et en étant un peu dégoûté du monde de l'entreprise. Et à ce moment-là où je suis revenu en France, j'ai dû mettre un post sur Facebook et mon ancien prof de graphisme m'a dit mais tu parles anglais et tu pourrais être prof puisque tu es graphiste et tu pourrais faire d'autres choses et tu pourrais être prof de web aussi puisque tu étais web designer, tout ça. Et j'ai accepté et je suis devenu prof en 2017 dans l'école que j'avais faite. En début d'année, le directeur m'a dit mais tu parles anglais, tu pourrais faire les cours d'anglais aussi. Du coup, je suis devenu aussi prof. Je suis devenu prof d'anglais. Et en fait, le truc, c'est que quand tu as quelqu'un qui te donne un travail, ça te crédibilise. Et du coup, je suis devenu prof d'anglais dans d'autres écoles de graphisme aussi. Et j'ai fait ça pendant 2 ans, du coup 3 ans, parce que voilà, l'année scolaire, tout ça. Pendant les vacances, je suis parti 3 mois en contrat à Berlin, qui c'était trop cool. Et à la sortie de la 2e année, je me suis dit moi en fait j'ai envie de retourner à l'école. En fait j'ai envie de revisiter mon entreprise, le fait que j'ai pas réussi parce qu'il me manquait des compétences en fait. Et j'ai envie d'apprendre comment on fait une entreprise, le management, entreprendre, tout ça pour si j'ai une nouvelle idée que j'ai envie de poursuivre, que je sois pas comme un con à pas savoir ce que je fais. Et voilà, donc je suis reparti à l'école, j'ai fait un master 2 en management et administration des entreprises à l'IAE de Nantes et je l'ai eu, sauf que j'ai commencé ce diplôme en fin 2019, l'année 2019-2020, et j'ai donc eu ma fin d'année pendant le Covid. Ah yes. Voilà. Meilleure période. Voilà, et après, du coup, premier travail après ces nouvelles études-là, c'était aussi pendant le Covid, donc j'ai un peu galéré. J'ai trouvé un travail à Angers, ce qui fait que j'ai déménagé à Angers. Et voilà, et je l'ai arrêté il y a 10 mois, vu que je suis chômeur maintenant, parce que j'en avais marre, et parce que j'avais un copain
qui habitait à l'étranger. J'avais comme projet de m'en aller le rejoindre, mais ça n'a pas fonctionné. On a cassé il y a quelques mois. Et voilà, on arrive à maintenant où j'ai retrouvé un nouveau travail et je suis prêt à repartir à l'étranger. Pour de nouvelles Nouvelles aventures. aventures. Ok, ben ça fait un parcours pas mal dense. Oui. Du coup, c'est Un peu trop long peut-être. Non, pas du tout. Non, c'était bien. C'est plutôt rassurant pour les gens qui changent pas mal de fois d'envie. Ouais, de mais projet. c'est chiant parce que du coup mon CV il est complètement incohérent. Bah après, il est incohérent si tu le vois de ce point de vue-là. Mais Oui, tu peux ouais. aussi avoir des patrons qui trouvent ça riche et Mm. bah ça, ouais, bah, Bah, je pas en sais, France, en mais fait, pas en France. Ouais, je sais que c'est des réflexions que j'ai déjà eues. Vous avez fait beaucoup de choses. Ben ouais, j'ai fait pas mal de trucs. Mais vous avez fait beaucoup de choses, mais c'est un peu un problème. C'est ça, voilà. Mm. C'est-à-dire que vous n'êtes pas stable, vous Mm. changez souvent. Non, ouais, bah écoute, après tu peux mentir, hein, c'est pas hyper honnête, quoi. Donc tout ça, ça t'a amené, toutes ces expériences t'ont amené jusqu'à 30 ans. Enfin, c'est pas elles qui t'ont amené, mais t'es arrivé à 30 ans et quelques avec tout ce truc-là d'aventure à l'étranger, de boulot, tout ça. Et du coup, ma question, c'était, est-ce que ce soit l'approche de la trentaine quand tu arrives en ces eaux-là, ou même maintenant, est-ce que toi, aujourd'hui, ça change quelque chose pour toi sur justement ta perception de ton propre parcours, et même si on devait comparer il y a quelques années, est-ce que ta perception de tout ça change justement? Est-ce que tes perspectives pro, elles changent? Et même plus largement, je te laisserai répondre, mais dans ta vie privée, bref, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ces dernières années sur l'approche de cette décennie-là ou le fait d'y entrer? Bah oui, sûrement, parce que du coup 2019, je suis né en 90, donc 2019 j'avais 29 ans. Ouais. J'ai recommencé mes études Ouais. juste l'année de mes 30 ans en fait. Et est-ce que ça te posait problème de relancer ça à cet âge-là, ou tu t'es pas posé de Non, questions? parce qu'en fait, dans nos amis, je pense que j'ai peut-être été le premier à le faire, mais ça a suivi très très vite. J'ai D'autres gens qui l'ont fait, Justine et, Juliette, Ouais. qui sont partis aux études, qui l'ont fait l'année d'après. Donc en vrai, c'était déjà. Je pense que ça leur trottait dans la tête, mais peut-être que si elles ont vu que je le faisais, elles se sont dit ah, c'est possible. Ah, c'est faisable. C'est faisable. Est-ce que tu as eu des réflexions de gens dans un truc plus classique qui t'ont rebuté, ou enfin en tout cas pas très cool, ou pas du tout, au contraire Non, parce que en vrai, je l'ai un peu fait d'une façon, on va peut-être pas impulsive, mais j'avais envie de changer. Je me suis dit, dans le travail que j'ai envie de faire, potentiel, que je ne sais toujours pas ce que je veux faire, hein, mais ils ont envie de manager. Si j'acquérais des compétences de manager, ça ne peut pas me desservir. Ok. Et bon, ça reste à vérifier, hein, parce que ça fait donc 2 ans que je l'ai, puis j'ai qu'une expérience pour le moment, mais ouais. Donc en tout cas, toi, tu as suivi ton ressenti, et ça t'a Ouais. pas... Toi, ce que tu dis, c'est que ton approche de la trentaine, ça a été presque plus une espèce de pulsion de vie, de refaire un truc nouveau. Ouais, c'était. Est-ce que tu penses que tu aurais eu le courage plus jeune de reprendre quelque chose, ou est-ce que c'était dû à ça, ou est-ce que tu as toujours écouté ton ressenti et que tu aurais agi comme ça quel que soit l'âge, ou est-ce qu'au contraire c'était le fait d'être passé par tous ces trucs-là qui te faisait écouter cette envie profonde de changement et qui t'a poussé justement à refaire un virage et à repartir dans des études Bah, je pense qu'en fait, tu peux pas vraiment reprendre des études. Si tu peux le faire, genre 1 an ou 2 ans après, si tu te rends compte que t'as pas fini, que t'as envie d'en apprendre plus sur ton travail ou sur ce que t'as étudié, et que y retourner après. Mais les 2 premières années où j'ai travaillé, j'avais l'impression d'apprendre tellement de plus de trucs qu'à l'école. Ouais. Euh, Tu veux dire, quand t'as repris, t'avais ouais. l'impression que t'étais plus focus que les années où t'étais vraiment allé à l'école avant? Je sais pas, en fait, c'est vraiment bizarre parce que du coup, en fait, pendant mes études, c'était waouh, c'est trop bien, j'apprends plein de trucs, c'est trop cool. J'ai hâte de travailler pour pouvoir utiliser ce que j'ai appris. Mais en Ouais. fait, quand tu commences à travailler, c'est waouh, c'est trop cool, je continue à apprendre des trucs, Mhm. c'est vraiment ouf, c'est trop bien. En fait, j'aurais dû peut-être travailler avant,
tu vois, et après, au bout d'un moment, peut-être que ça passe ça, où tu passes dans un autre job et tu apprends toujours des nouveaux trucs, mais il y a quelque chose dans. Je suis passé de job en job et waouh, c'est trop cool, j'apprends des nouveaux trucs. Au début, ça dure 2 ans parce que tu apprends plein de choses sur le monde du travail, la politique interne, comment tu évolues, comment ta relation avec tes collègues qui évolue aussi, comment tu t'apprends plein de choses en fait sur des choses. Ouais, tu restes dans un schéma d'évolution voilà, intellectuelle, tout ça. Ouais. des compétences molles, des soft skills comme ils appellent. Hein. Ces anglicismes d'entreprise. Après, en fait, ça, tu les as acquis. Quand tu changes de travail, tu as quand même toujours des trucs techniques, des process, des trucs à apprendre. Et ça, c'est la partie que je trouve excitante. En tout cas, j'ai tendance à me faire chier assez rapidement. Donc, ça, c'était intéressant. Et au bout d'un moment, ça, tu as peut-être envie de l'avoir d'une façon plus intense ou de vraiment être dans un mode je vais apprendre des choses. Pas juste j'apprends des choses sur le tas. Et c'est sûrement arrivé à ce moment-là parce que j'ai eu plusieurs expériences et que je suis passé, on va dire, peut-être des carrières différentes. En tout cas, ça serait peut-être vu comme des carrières qui ne sont pas abouties par des vieux, là. T'as fait graphiste. T'as fait web designer. Tu l'as fait pendant 1 an. T'as fait web développeur. Ça dure 1 an. Tu étais manager. Ok, d'accord. Okay. Du coup, en fait, ces bouts de job que j'ai fait, j'avais peut-être envie de rajouter en fait une autre brique de connaissances au-dessus pour pouvoir peut-être avoir des jobs plus intéressants ou voilà. Donc si peut-être sûrement que c'est dû au fait que des autres expériences que j'avais avant, j'ai pas eu cette envie avant et ouais, je pense que c'était le bon moment pour le faire. Okay. Mais du coup, moi, je vais te rejoindre, je vais te reposer une question sur la thématique tu dis, c'est pas de l'ennui, mais en tout cas de l'envie de retrouver une intensité, quelle qu'elle soit, dans le monde. Là, on parlait du monde du travail, et voilà. Et du coup, ça, c'est un truc que je retrouve chez pas mal de gens. Je connais absolument personne pour l'instant qui a tenu un job, à part quelques copines dans l'enseignement, mais sur le long terme parce qu'on s'ennuie. Donc, je sais pas s'il y a un truc générationnel où on s'ennuie vite. Et du coup, je vais faire un parallèle un peu facile avec les relations amoureuses. On va peut-être pas débriefer dans l'intime, mais est-ce que moi je fais un peu le bilan des relations amoureuses autour de moi. Je connais pas énormément de gens qui ont eu des relations comme nos parents ont eu, des trucs de 20-30 ans, comme nos parents qui gardaient 20 ou 30 ans leur boulot. Et je sais pas si c'est un truc générationnel, mais du coup je savais pas comment tu percevais. Est-ce que par exemple cet ennui-là, cette absence qu'au bout d'un moment il y a quelque chose qui s'aplanit, est-ce que tu le retrouves par exemple dans tes relations tes relations avec je sais pas, tes partenaires ou c'est très différent? Non, je pense pas que ce soit forcément lié. En tout cas, c'est pas si ça s'arrête, c'est généralement pas de l'ennui. Et je pense que de toute façon, dans ces relations-là, l'ennui, ça fait partie. En tout cas, la routine. La routine, il faut qu'elle soit intéressante. Je pense que c'est ça qui est bien dans une relation, c'est que la routine marche bien et que voilà, tu te connais bien et c'est facile. Et moi, ça me fait pas peur, ça, je pense, dans une relation. Et c'est pas parce que je me faisais chier avec les personnes, ou alors si, mais c'était vraiment genre des relations qui ont duré quelques mois, genre 2-3 mois, où en fait ça retombe très très vite, ou c'est ça. C'est peut-être parce que t'as rien en commun avec la personne, mais je pense pas que ce soit. Et tu t'en es aperçu un peu tard, ouais. Je pense pas que c'est de ça dont tu parles, mais non, je pense pas. Je pense pas qu'il y a peut-être pas la même chose, et puis de toute façon tu peux pas aller à l'école pour apprendre à aimer. Oh waouh. C'est vraiment beau ce que je dis. On n'est pas les derniers à faire j'ai une petite citation pas du tout qui pourrait citer un truc pareil. Je sais pas, on va aller voir sur Even, qui c'est qui l'a dit. Non mais je savais pas parce que c'est vrai qu'on parle souvent de la thématique de l'ennui. Moi j'en parle beaucoup avec des amis, mais c'est encore différent de l'amour, c'est-à-dire qu'on peut aimer quelqu'un et s'emmerder un peu. Mais est-ce qu'on est plus en demande d'une intensité que les générations précédentes en général, peut-être parce qu'on nous propose 10 fois plus de style de vie. Il y a quand même une différence avec nos parents, tout simplement, même si on n'a pas eu tous exactement les mêmes parents. Moi, je sais que quand je questionne ma mère sur le schéma, elle se pose des questions aujourd'hui, mais elle me dit, à votre âge, je me posais pas autant de questions, j'avais 2 enfants. C'est vrai que si je compare à mes parents, à 32 ans, ils avaient déjà 3 enfants. Ils venaient d'avoir le 3e, en fait. Et ils se questionnaient peut-être moins sur la notion de couple ou de travail. C'est ça, c'était... d'ailleurs, j'en ai déjà parlé avec mes parents. Ma mère...
Tu vois, ils n'avaient pas forcément, ils n'avaient pas de questionnement sur, il n'y avait pas de conseiller d'orientation. C'est tu as envie de faire quoi? T'as envie d'être maîtresse d'école, et ben hop, tu vas faire maîtresse d'école après. Et elle s'est jamais posé la question. Et puis en plus, c'était des études super courtes à l'époque. T'avais pas le temps de te remettre en question en disant est-ce que je veux vraiment faire ça? Parce que là, je pars sur 5 ans de ma vie. Et quand t'as 18 ans, c'est énorme, 5 ans. Euh, Ma mère, elle est sortie à 19 ans, elle était prof, quoi, prof des écoles, institutrice à l'époque. Donc voilà, ça change tout. Moi, je suis sorti d'études, j'ai fait des études courtes, entre guillemets, c'était 4 ans. Ouais. Donc j'avais 22 ans. Euh, j'ai eu largement le temps pendant mes 4 ans de me dire est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Et en fait, ça te suit tout le temps parce que tu peux toujours tout changer. Et il y a sûrement plein d'autres raisons pour ça, parce que on a Internet, il y a un sujet qui t'intéresse, tu peux voir si c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse, tu peux voir des vidéos, voir des tutos, lire des trucs, des livres, des blogs sur tout ce que tu veux et tout ce que tu imagines faire ou pas d'ailleurs. Tu peux vraiment explorer plein d'autres choses, plein d'autres vies, plein d'autres points de vue. Et ça, peut-être que c'était pas accessible et que tu avais moins de questionnements qui en découlaient, peut-être, je sais pas. Est-ce que ça nous rend pas du coup justement un peu zinzin des fois d'avoir toutes ces si. opportunités, enfin tous ces points de vue, toutes ces vies différentes? Parce que un film qui m'a... On est dans un flux constant de, comme tu dis, de vlogs, de tout, de par toutes les plateformes qui existent, tous les réseaux. Mais c'est chouette, hein. Un film qui m'a touché cette année, c'était Everything Everywhere All at Once. Ah bah le fameux. Et ça parle du multivers. Je vous le conseille, c'est bien. Hein, il a l'air très très cool. Et en fait, ça parle d'univers parallèle. Et forcément, en fait, il y a, je sais pas, peut-être 15 vies que tu t'imagines d'une façon parallèle. Genre, est-ce que si j'étais resté dans ce job, peut-être que je serais si ça, si j'avais fait d'autres études, si j'étais, tu vois, si j'avais continué en seconde, peut-être que j'aurais une vie différente. En fait, c'est vraiment, c'est ouf. Et en fait, ces vies parallèles, elles sont pas forcément si inaccessibles que ça, parce que le fait d'avoir, tu vois, déménagé en 3 jours dans un autre pays sans se poser de questions, et ben en fait, tu te rends compte que c'est facile. Et tous ces gens qui se disent j'adorerais vivre à l'étranger, mais c'est compliqué. Bah non, c'est pas compliqué en fait. Tu trouves un travail, tu déménages et c'est tout. Oui, moins cérébrisé, plus fonctionnel, la spontanéité. Mais et en fait, tu te dis si c'est si facile que ça de vivre dans un autre pays, et ben toutes ces vies parallèles, il suffit juste de prendre une idée et de l'essayer. Et si ça marche pas, tu t'en fous. Et c'est un peu ça en fait mon parcours, en tout cas à moi. C'est je fais ça, ça me plaît plus, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Tiens, j'ai envie de monter une boîte, je le fais. Ça marche pas, je retourne où j'étais. C'est nul. Je vais faire je vais faire prof. Voilà, tu peux partir dans plein de directions différentes. Et peut-être que vu de l'extérieur, c'est un manque de cohérence ou un manque de... Mais toi, tu gardes en tête, par exemple, régulièrement, juste parce que je pense que comme tout le monde, tu dois avoir des peurs de temps en temps. Est-ce que tu gardes en tête que le champ des possibles est vaste et que tu as toujours une porte ouverte pour sortir d'une situation? Moi, je sais que c'était un truc très anxiogène pour moi. À un moment, je me disais, bon, maintenant, je suis dans cette situation, j'y suis pas bien, mais je sais pas comment en sortir. En tout cas, la façon dont... Le problème là, que j'ai un peu maintenant, c'est que là, je vais prendre une direction qui en fait... J'aurais pu en fait rester à Angers et continuer à chercher en France. Et en fait, le fait de partir en Irlande, ça va... C'est comme... je prends une autre branche, en fait. Et le truc, c'est de se dire... je sais pas comment dire. Donc là, je prends une autre branche. Et cette autre branche-là, en fait, elle est pas loin du tout de celle que j'ai. En fait, à tout moment, je peux revenir en France. C'est pas inextricable. Non, voilà. Et en fait, le problème qu'il y a, c'est peut-être de voir toutes les branches et se dire mais en fait, si je prends celle-ci, toutes celles-ci, elles disparaissent et je peux pas, j'y ai plus accès. Mais en fait, non. C'est pas fermé. En fait, sur cette nouvelle branche, tu as plein d'autres possibilités de chemins que tu peux prendre et que tu
dois choisir de prendre, et c'est compliqué Mais avec la de possibilité choisir. que ça puisse ne pas Ouais, fonctionner ouais. et que c'est pas grave. Ouais, mais c'est quand même flippant. Et, C'est flippant, mais j'ai l'impression, enfin moi je parle pour moi en tout cas, j'ai l'impression de l'aborder avec certes toujours de l'anxiété dès que je fais un truc nouveau, mais l'idée de l'échec me perturbe, mais me rend pas aussi anxieuse que j'ai pu l'être à 20 ans où je me disais oh là là, je fais ça, il faut absolument que ça marche, sinon bah, j'aurais fait tout ça pour rien. ouais, moi c'est un peu l'inverse. Ok, Euh, plus de conscience de ouais, l'échec. c'est plus de conscience du temps qui a passé parce que Ouais. euh, j'ai 32 ans, Ouais. je suis plus jeune, entre guillemets. Ouais, t'es pas vieux. Tu pas des gens vieux, ils disent mais si, t'es encore jeune, tu peux encore faire plein de trucs. Oui, si, je peux encore faire plein de trucs, mais j'ai plus tant de chances que ça de me louper ou de prendre un mauvais choix. Parce que voilà, ça avance. Oui, je suis encore jeune, j'ai encore plein de choses à faire, plein de trucs à faire, plein de trucs à expérimenter. Et la trentaine, c'est pas, je suis en fait beaucoup plus à l'aise que quand j'étais dans ma vingtaine sur plein de sujets, plein de choses. Mais j'ai peur de, là, par exemple, en partant en Irlande, de niquer une de mes chances. Ok. De niquer une de mes vies, entre guillemets. Parce que, parmi les multiples vies voilà, qui c'est seraient ça. possibles. C'est le truc, c'est que l'Irlande, voilà, c'est une chance. Peut-être que là, j'ai niqué 2 ans de ma vie qui vont peut-être mener à rien, comme Okay. mes expériences précédentes. Il y a certaines bulles où je me dis, bah, celle-ci, elle servait à rien. Mais en fait, non. Mais en fait, si, non, parce que c'est exactement pour ça que t'en es là. Ouais. Voilà, Ouais. mais c'est hyper compliqué de se dire que, bah ouais, en fait, il y a le temps qu'il a. Ah, cette Et notion que ouais, faut faire des choses. et oui, il faut faire quelque chose en fait Ouais. de sa vie, et c'est compliqué de, Ok. de penser à ça. Ouais, il y a cet objectif de produire. Du coup, je vais quand même juste revenir un tout petit peu en arrière sur ce que tu as dit tout à l'heure, mais brièvement. On a reparlé un peu là du schéma, tout ça, bref. Bon, on va pas se mentir, tu n'y es pas à proprement parler, t'as pas d'enfant, t'es pas marié, t'as pas une maison, t'as pas un boulot, enfin t'as pas un boulot fixe, enfin là bientôt. Est-ce que c'est quelque chose qui est perturbant pour toi ou pas du tout? Au contraire, enfin est-ce que tu te sens aligné ou est-ce qu'il y a une frustration et surtout est-ce que tu as l'impression encore une fois qu'il y a un retour extérieur des gens de ton entourage qui ont un peu le life goal quoi et qui pourraient critiquer je sais pas ton célibat ou pareil ton parcours un peu multiple professionnel. Est-ce que ça t'angoisse de pas être dans ce schéma qu'on nous a un peu fait miroiter de toutes les façons en fait? Non, non, parce que, attention, ça va te choquer, je vais te dire quelque chose de vraiment. Je suis homosexuel. Ah, Oh écoute, non, oh mon Dieu. Bah oui, mais il faut le dire ça avant les. Ouais, ouais, bah, tu vois, sinon je t'aurais pas fait venir, moi. Ah. Tu vois, c'est... Non, bah non. écoute, je tombe des nues, mais ok, on va continuer là-dessus. On va faire comme si j'avais Non, pas non, entendu. je suis gay, donc en fait, il y a déjà un truc qui s'est passé quand j'ai fait mon coming out à mes parents, je pense, c'est qu'ils ont dû faire le deuil de la vie qu'ils imaginaient pour moi. Et forcément, ils s'imaginent une vie Décadente, ouais. Non, 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 c'est pas ça. Mais eux, tu vois, ils avaient une idée de ce que ma vie serait en fonction de ce que eux, ils avaient eu. Et tu vois, ils ont dû faire ce deuil-là. Et aussi, le fait d'être gay, tu déconstruis beaucoup de choses dans ta vie. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. C'est euh, parce que une relation euh, marié, avec des enfants, tout ça, bah du coup tu n'y as pas forcément accès, ou en tout cas si tu veux y avoir accès c'est plus compliqué, et en fait tu commences à peut-être déconstruire ça et réfléchir à ce que tu as envie dans ces parties-là, est-ce que tu as envie d'avoir une maison, un petit... pas trop loin de la ville avec un labrador et 2 enfants, bah du coup non, tu réfléchis à est-ce que c'est vraiment ça ce que tu veux, puisque tu n'y as pas forcément, ouais, tu n'as pas accès. Donc Après, il y a des couples homosexuels oui, répondent à ce schéma-là, mais oui, c'est peut-être pas non mais plus. ils l'ont choisi, tu vois. Ils l'ont choisi, ouais. Oui, c'est pas un automatisme comme voilà. dans le couple hétéro, ouais. Mais du coup, ça oblige à conscientiser plus vite. Ouais, c'est ça. T'es pas dans l'automatisme de je reproduis ce que fait mes parents, parce qu'en fait, je peux pas. Mais c'est pas quelque chose de mal, hein. C'est vraiment quelque chose qui te remet en question sur ce que tu désires vraiment. Et il y a plein de façons de le faire, il y a plein de choses, de nouveaux schémas en fait que tu peux expérimenter, voir dans la vie
homosexuel et dans la culture LGBT, tu as plein de choses en fait à voir et plein de façons de faire qui sont complètement différentes et qui sont hyper cool. Et voilà, et en fait, c'est ce qui fait que je suis pas dans le regret de ne pas avoir ce schéma-là, parce qu'en fait, vraiment, c'est vraiment pas quelque chose qui est même envisageable pour moi. En fait, Oui, ça n'a jamais été un but voilà. Final. Non. Okay. Et ouais. Ok. Non, mais je trouve ça bien, je trouve ça même peut-être plus simple que le conscientiser très tardivement et être un peu déçu ou s'apercevoir que ça rend pas heureux. Et du coup, ce qui m'intéressait aussi, justement, on parle de fait de conscientiser des choses. Moi, autour de moi, j'ai beaucoup de gens qui vont en thérapie, j'ai beaucoup de gens qui n'ont pas hésité, suite à des dépressions, des burn-out, à se tourner vers des formes de spiritualité, alors pas forcément religieuses, mais faire appel à des choses très différentes. Soit pour les plus terre-à-terre, la thérapie, il y a plein de gens qui ont fait de l'hypnose, de l'EMDR, du Reiki, de la sophro, puis il y a tout un truc autour de ça. Est-ce que ta perception de toi-même, que ça soit au niveau psychologique, physique, c'est quelque chose d'important aujourd'hui ou c'est quelque chose qui te parle, que ce soit que ça passe par le fait que tu fasses plus attention à ton alimentation ou au sport? Je sais que tu as toujours fait beaucoup de sport, mais est-ce que voilà, et puis aussi l'aspect mental, parce que tu parlais tout à l'heure de maltraitance au travail, donc d'un burn-out. Est-ce que ces expériences un peu violentes, ça te permet aujourd'hui de mettre des choses en place pour prendre soin de toi psychologiquement, physiquement? Ouais. Alors, du coup, il y a 2016, la pire année. 2016, année de merde. Donc je me suis luxé la rotule en faisant du sport. Et j'ai eu un plat pendant 2 mois. Et des béquilles, donc c'était hyper compliqué parce qu'en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que je prenais mon corps comme quelque chose d'acquis. Que il serait toujours là, ce serait toujours facile. Et en fait, c'était le dernier truc à lâcher parce que je me suis retrouvé dans un pays que je connaissais mais qui était quand même pas le mien. Il y a eu des problèmes de papier, une espèce de chat qui se mord la queue, de chien qui se mord la queue. Le chat aussi peut se mordre la queue. Oui, il peut. Bon, un espèce de chien qui se mord la queue du. Mais c'est pas le serpent qui se mord la queue? Ah, si tu veux. Mon Dieu, c'est tellement d'animaux qui se mordent la queue. Donc, le serpent qui se mord la queue, si tu veux. Donc, il y a eu un espèce de serpent qui se mord la queue où j'avais pas d'adresse, donc je pouvais pas avoir de numéro de sécurité sociale aux Pays-Bas, donc je pouvais pas être payé, mais je pouvais pas être payé, donc je pouvais pas avoir la caution pour pouvoir prendre un appart, donc je pouvais pas avoir d'appart qui fait que je pouvais pas être payé. Du coup, voilà, c'était un espèce de truc. Donc en fait, j'avais commencé à travailler, donc c'était juste qu'ils pouvaient pas me payer. Et en fait, il y a eu un espèce de truc qui s'est passé de désolidarisation entre le travail et l'argent. Ou en tout cas, je travaillais mais j'avais pas l'argent. Et en fait, je peux avoir l'argent sans avoir le travail. Et, voilà, il y avait un espèce de truc qui était vraiment très très perturbant. Où j'ai travaillé, j'ai pas l'argent et je suis dans un pays et donnez-moi de l'argent s'il vous plaît. Parce que ça fait un mois que je travaille, j'ai besoin d'argent pour pouvoir vivre en fait. Et je me suis retrouvé en même temps c'était le même jour où j'étais premier jour avec des béquilles dans un appart où j'avais plus de bouffe. De toute façon, je pouvais même pas acheter de la bouffe parce que j'avais pas d'argent. Donc j'ai appelé mon manager en disant mais franchement fais quelque chose, je m'en fous, donne-moi de l'argent toi, je te rembourse, vraiment j'ai besoin de 800 balles là juste pour pouvoir payer mon loyer, acheter de la bouffe et faire venir un livreur pour qu'il me livre des trucs parce que je peux pas aller chercher la bouffe là. Donc voilà, c'était hyper compliqué. Donc en fait là mon corps venait de me lâcher, j'avais pas d'argent alors que je travaillais, il y a eu plein de problèmes cette année-là. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait que je fasse attention à moi. Donc j'ai été voir un psy là-bas. C'était pas mon premier, mais ça faisait un certain temps. Et en fait, depuis, j'ai été voir des psys dès que ça allait pas. Bon, beaucoup plus là, depuis des années. Et je suis aussi beaucoup plus dans l'observation de mon ressenti, comment je me sens. Et savoir en fait prendre du recul, me dire ah ok là ça va pas, faut que j'aille en parler avec quelqu'un, faut que j'aille débriefer ça, il y a ça qui se passe dans ma vie, ça me convient pas, il faut que je comprenne pourquoi ça me convient pas, parce que là j'y arrive pas à comprendre, il y a des émotions qui montent mais je sais pas ce que c'est, voilà,
aussi le sport, du coup. Le sport, en fait, je me suis rendu compte que c'était presque un prérequis à mon bien-être. Où il y avait des périodes où j'allais plus au sport. Et quand j'y retournais, je me disais, mais pourquoi j'y allais plus? Et il y a cette espèce de ça me permet en fait de garder un niveau de bien-être euh, qui est tout le temps à peu près constant. Ok. Donc voilà. Ouais, c'est normal. Et ouais. Droguer à la dopamine, les gars. Un petit peu. Bah, écoute, Mais comme non, je ne mais- bois pas et que je ne prends pas de Mais drogue, oui, c'est vrai que il tu m'en bois faut pas bien et une. tu Hein. prends pas de drogue, c'est très bien. Ce qui est plutôt un bon style de vie. Enfin, je veux dire, c'est toujours mieux que de se rouler dans la cocaïne avec de la vodka. Je pense hein, qu'à terme, ça fait une Tu dis meilleure. ça de l'expérience? Non, mais tu sais, moi, je prends que du millepertuis et de la limonade, quoi. Mm. Et du coup, donc ça, c'était la partie de toi, comment tu te ressens toi. Et du coup, je pense que tu es comme moi, tu constates que entre les rapports du GIEC, qui sont super agréables à lire, et une situation économique vraiment des plus fameuses, je voulais savoir, vu qu'on est un peu tous dans le monde du travail et qu'on vit sur cette planète, par exemple, Ah bon ouais, je t'expliquerai. Comment tu deals un peu avec l'urgence climatique déjà, qui est vraiment, c'est plus possible de le nier. Je vois, enfin à part vraiment si t'es complotiste à mort. Ouais. Et comment, par exemple, on est sur un moment où le capitalisme a l'air de légèrement faillir quand même. C'est pas. Vous êtes de gauche, non? Oh écoutez, je voulais pas vous le cacher trop longtemps. Non, mais on sent quand même qu'il y a un truc autour du système qu'on a mis en place qui est plus aussi solide et qui surtout dessert une grande partie de la population. Donc ça fait un futur qui est pas ouf de chez ouf, quoi. Est-ce que c'est un truc auquel tu penses pas parce que c'est trop compliqué? Est-ce qu'il y a des moments où ça t'angoisse? Enfin, comment t'abordes un peu cette double info pas très agréable à recevoir, quoi. Déjà, il y a plein de désillusions pendant la vingtaine. Oh, le monde du travail, c'est fabuleux, vous allez voir, ça va être super. Bah non, en fait, c'est compliqué. C'est la loi du plus fort. Et en fait, si tu réfléchis, il y a plein de formes de pouvoir dans le monde du travail qui sont vraiment très très négatifs. Et c'est vraiment très compliqué de trouver un environnement de travail qui soit sain. Et le fait que j'ai fait un burn-out, je suis super sensible à plein de trucs qui font que peut-être dans un environnement qui passerait pour beaucoup de personnes, moi j'ai des espèces de mécanismes de défense qui se mettent en place assez rapidement. Donc c'est un peu compliqué. Ça se voit que tu fais une thérapie, parce que vraiment la thématique, enfin vraiment le mot mécanisme de défense, ça c'est vraiment des trucs Oui, qu'on apprend, ça va. qu'on apprend en cours de thérapie, c'est vraiment des Ouf. Et un jour t'as ton psy qui te dit alors ce mécanisme de défense, hein, toujours ce sujet de l'évitement finalement. Ouais, Donc, c'est bien ça. désolé, ça me fait rire qu'on utilise des termes qu'on n'utilisait pas du tout il y a 10 ans. Oh, ça va. Hein. Ouais, il y en a plein des termes. Hein. Le wokisme, hein, on sait pas ce que c'était. Mais... tous ces gens pas homophobes, pas racistes, c'est chiant. C'est chiant. Ah, intenable. C'était mieux avant. Ouais, c'était mieux avant. Non, mais du coup, en fait, c'est toujours ça, de la déconstruction de plein de choses, parce que ça arrive pas d'un seul coup. Il y a plein de choses qui arrivent, la découverte de la sexualité, tout au long de la vingtaine, il y a plein de choses qui sont arrivées. Et il y a aussi la découverte du vrai monde, qui n'est pas le monde que les adultes ont expliqué pendant des années. Et quand tu commences à déconstruire des choses, tu essaies de comprendre c'est quoi les mécanismes qui sont derrière les choses qui marchent pas. Et forcément, je sais pas, mais en tout cas, je suis arrivé à la conclusion que oui, c'est le capitalisme qui nique tout. Et l'urgence écologique, elle est là juste parce qu'on essaye de capitaliser un max et de faire un maximum de fric et d'utiliser tout ce qu'on peut utiliser gratuitement parce qu'on peut faire de l'argent à vrai dessus. Et c'est pareil dans le monde du travail, en fait, t'as plein de façons dont tu es exploité et il y a plein de parallèles à faire sur comment le capitalisme tue plein de choses, plein d'envies, plein de mouvements créatifs, de la planète, juste simplement. Et oui, il y a plein de choses. Tu auras remarqué que moi aussi, je suis de gauche. Il me semblait que c'était un peu retrouvé sur ce point. Mais c'est compliqué parce qu'en fait, tu as plein on vit quand même dans le capitalisme, donc tu as envie d'avoir la vie qu'on te présente comme étant la vie parfaite.
t'as envie d'avoir plein d'argent et de vivre à Dubaï dans des endroits trop climatisés où t'es obligé de mettre des pulls pour pouvoir... Fais pas moi. Non, mais mais je comprends, tu vois, ouais, non, c'est T'as pas envie de vrai. tirer ton épingle du jeu et Voilà, de vivre correctement. Ouais. Mais il y a aussi un côté un peu malsain où tu as envie en fait de vivre la vie qu'on te présente comme parfaite, tu vois. Mais c'est compliqué, t'as plein En de... restant aligné en même Voilà. temps avec les trucs qu'on sait, les valeurs qu'on sait. Et puis de savoir que si tu fais ça, tu détruis la planète en fait. Tu peux pas, ça. voilà. Et c'est hyper compliqué à naviguer tout ça. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a un gros paradoxe chez toi, chez moi, chez tous les gens qui nous entourent, parce qu'il y a des trucs qu'on a conscientisés, que ce soit comme tu disais tout à l'heure sur nos propres fonctionnements ou sur le monde extérieur. C'est quand même très difficile d'y échapper si tu traînes un peu sur Instagram, Twitter. Effectivement, il y a la vie que nos parents nous avaient promis, ou que les profs, ou tout ce qu'on nous a dit. Et là, on se retrouve, moi l'idée globale que j'ai de mon entourage, c'est il y a la conscientisation, il y a les envies, il y a les attentes, enfin voilà, on est un peu dans un espèce de truc en flottement. Moi je sais que là j'ai pris l'avion dernièrement, j'ai pas pu m'empêcher de me dire oh là là, mon empreinte carbone c'est horrible, j'ai pris l'avion pour une heure et demie. Moi aussi j'ai checké mon empreinte carbone. Parce que du coup j'étais en relation avec quelqu'un qui habitait en Finlande, donc forcément... T'y es pas allé en vélo? Non, parce qu'il faut passer par la Russie, tu sais, maintenant c'est pas ouf. Ah, j'avais entendu à un moment ils étaient pas... Non, ils sont pas sympas oui, en ce moment. Bon. Peut-être discuter avec eux, aller voir les gens, parler avec eux. T'as tué Elon Musk? Oui, c'est moi. Non, je sais plus ce qu'on disait, mais... Qu'on était dans un paradoxe de savoir, de continuer à mener plus ou moins une vie. Oui, c'est ça le truc, c'est que tu t'arrives en fait dans le monde de la vingtaine avec des attentes et des choses qu'on t'a dit et de comment la vie va être. Et en fait, tu te rends compte que non, c'est pas ça. Et moi en tout cas, j'ai cherché à comprendre pourquoi ça marchait pas, pourquoi il y avait des trucs qu'on t'avait dit qui étaient pas vrais, pourquoi il y avait de l'exploitation dans le travail, pourquoi tout le monde en avait rien à foutre tant que tu faisais de l'argent, tu vois, plein de choses comme ça où c'est malsain. En tout cas, moi je l'ai vu comme étant quelque chose de malsain. Et tu vois en fait plein de gens qui, au lieu de questionner ça, qui vont à fond. Et c'est ça en fait, t'as des gens en tout cas moi j'ai l'impression, ce que tu vois sur internet, des gens qui continuent dans le système en disant c'est comme ça, la vie est comme ça, allons-y comme ça, c'est parti, on continue, on reproduit les mêmes choses parce que ça marche. Vous regardez les gens qui font du mal aux autres, ils sont riches et ils ont l'air heureux. Et l'autre partie qui remet en question parfois certaines choses, parfois toutes ces choses-là, et c'est très compliqué en fait de naviguer cette espèce de monde où il y a deux visions complètement différentes et qui voient les mêmes choses et il y en a certains qui disent c'est comme ça qu'est la vie, c'est comme ça qu'il faut faire, et d'autres qui disent mais non en fait ça marche pas, regardez ça marche pas, mais faut qu'on change ça, et c'est compliqué ouais, puis j'ai l'impression que quand tu commences à remettre en question, je sais pas par quel bout tu prends, mais si tu remets en question ta place dans ce monde capitaliste, il y a plein de trucs qui en découlent sur justement après ton positionnement en tant qu'humain, sur comme on disait tout à l'heure le schéma de couple. T'as l'impression que je pense que c'est ce qui entraîne la déconstruction, peu importe quelle est la première chose que tu vas questionner. De là, comme pour le coup il y a une intersectionnalité patriarcale, capitalisme, et qui va amener à une homophobie, à une maltraitance de plein de gens et de la nature. J'ai l'impression qu'il y a plein de trucs qui en découlent, où tu vas, enfin en tout cas moi c'est mon cas, de re-questionner le schéma amoureux, le schéma professionnel, comment je fais pour impacter au moins la planète, alors que dès que je poste un truc sur internet ça pollue, donc si je prends pas de voiture, si je prends plutôt mon vélo, que je trie bien mes trucs ou que j'achète que des vêtements de seconde main, mais en même temps je prends l'avion pour aller, comme j'ai fait des indiennes, mais en Colombie, enfin il y a un espèce de truc, donc de pas trop s'auto-flageller non plus, de se dire... Non, parce qu'en fait ça sert à rien de s'auto-flageller, parce que de toute façon tout ce que tu feras dans ta vie pour améliorer les choses, ce sera jamais suffisant face aux gens qui en ont rien à foutre, et en fait vaut mieux essayer de changer ces gens-là plutôt que de changer toi, parce que c'est pas en pissant dans la douche que tu vas sauver l'Amazonie, quoi. C'est clair. Par contre tu peux t'engager auprès d'associations. Oui, il y a plein de choses à faire, mais... ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression que par contre c'est plus simple aujourd'hui, tu vois, tu peux aller voir un sujet qui te touche et voir quels sont les associations qui travaillent autour de ce sujet. Mais par exemple, c'est aussi plus simple d'aller voir sur internet et de mettre un like sur un post comme le truc bleu pour les Ouïghours. Voilà, ou alors
j'ai donné 1 euro, et ben ça a planté un arbre, mais en fait, ça sert à rien de planter des arbres parce qu'en fait, ils brûlent après. Oui. Donc, c'est qu'il faut aller chercher dans ce cas bien tout le déroulé du problème et voir ce qui est intéressant. Voilà, mais c'est aussi ça le problème, c'est que... On est sur une info très superficielle. Ouais, et tout est vraiment très superficiel et ça prend du temps en fait de fouiller, d'être sûr, et il y a tellement de fausses informations, de gens qui veulent te manipuler, de gens qui font du greenwashing, des gens qui... c'est horrible aussi, c'est toutes les fois quoi. où tu achètes des marques, tu as l'impression qu'il y a un gros... moi je me rappelle à un moment il y a eu ce truc des espèces de gargouilles là qu'on mettait dans les machines à laver, ça te faisait gagner des lavages, c'était des petites billes d'argile ou je sais pas quoi, et donc voilà, et en fait qui était un projet en soi qui était pas mal parce que tu achètes plus de lessive et c'est quelque chose que tu gardes pendant je sais plus des centaines de lavages, et en fait tu t'aperçois, je sais plus c'était Monsieur Mister Mondialisation qui avait fait un article en disant en fait on n'a pas ils refusent de nous dire la provenance, et puis de fil en aiguille de l'enquête tu t'aperçois que c'est fait à l'arrache en Chine, que sur certains sites bio vert c'est vendu 80 balles comme certaines de mes copines ont acheté, et que tu retrouvais sur AliExpress à 19 euros, et tu te dis bon alors soit il y a une arnaque quelque part et où il y en a un qui se fait vraiment beaucoup plus de marge, et puis en fait tu t'aperçois au fil de l'enquête que c'est une énorme arnaque, qu'ils ont fait ça par millions, et donc tu as toujours, je trouve, une culpabilité de consommateur où toi tu as quand même essayé de faire un pas en avant, tu vois, c'est... Ouais, tu peux te sentir exploité. Comme les friperies qui finissent par... Tu t'aperçois que c'est pas des fripes et qu'en fait ils se fournissent... Ouais, c'est des fournisseurs, c'est odieux, il y a un truc... Non, mais le problème c'est que comme on vit dans le capitalisme, tu auras toujours des gens qui vont essayer de profiter de tes envies et qui vont créer un produit autour de ça ou qui vont essayer de les exploiter. Donc forcément, en fait, quand tu as des gens qui veulent changer de vie, et ben t'as des connards de capitalistes qui vont dire ah bah attends, comment on peut leur vendre des choses en leur faisant croire qu'ils font les bonnes choses et en faisant de l'argent. Et c'est compliqué, c'est très très compliqué, donc en fait tu peux pas sortir du système aussi facilement, donc en fait faut pas, moi je préfère être là du coup c'est un peu de l'éco-anxiété, il faudrait plutôt être éco-furieux pour péter des SUV, tout ça. Ouais, après on peut faire ça aussi du coup on y va là. À péter des SUV. Mais ici c'est les gens ils roulent avec des voitures d'occasion. Mince. Non, les SUV ici, on est très permaculture, vêtements de seconde main et pas trop consommés, comme ça tu te fais pas trop arnaquer. Au moins t'achètes, au moins tu te fais arnaquer. Mais du coup, donc en gros, après, non, ça résume bien, j'ai l'impression que j'avais sur la trentaine, c'est-à-dire une conscientisation, un monde un peu chelou qui nous est proposé, qui est très différent. Du coup, je pense qu'on va passer brièvement quand même. Est-ce que le Covid, ça t'a fait quelque chose ? Je pense qu'on peut vraiment pas éviter le sujet, vu qu'on s'est quand même tous retrouvés un petit peu enfermés à plusieurs reprises chez nous. Ouais. Bah, le Covid, j'ai passé mon anniversaire des 30 ans. Je me rappelle. Sous Covid. C'était vraiment bien. J'ai pas pu le souhaiter. Et puis le 31 ans aussi. Ben, c'est super. Très mauvaise date de naissance. Non, bah oui. Ouais. Et 32 ans, du coup, non. On n'était pas confinés. Et ouais. Et j'ai pas fait de fête en fait. Et c'est un peu triste d'être passé d'une dizaine à l'autre sans forcément. Fêter ça. Ouais. Mais on peut pas revenir en arrière en fait. Et puis ça servira à rien de faire une grosse fête pour les 32 ans en disant ah, je n'ai pas fait mes 30 ans. On s'en fout. Bah, tout le monde a loupé 1 ou 2 anniversaires en fait. Ou en tout cas, il a pas pu faire des gros trucs. Si, les gens qui sont nés en septembre. Là. Ouais, août, moi, ça a été. Ouais, nul. Ouais. Non, mais oui, si. Puis, mais en même temps, j'étais déjà dans un mode. J'étais déjà en remise en question en fait. Donc, il y a plein de gens qui ont changé, qui ont décidé de faire des changements pendant le Covid. Moi, je les avais déjà entamés avant. Donc, oui, si, ça a sûrement influencé des choses, mais pas tant que ça. Ok. Et du coup, si tu devais faire un petit résumé, là, un petit bilan, comment tu te sens là actuellement comment tu te sens là dans ta vie globale là, avec tout ce que ça implique Est-ce que c'est agréable Bah là, j'ai mal au dos parce qu'on est assis par terre. Non, mais ça rentre en ligne de compte, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est ce fameux dos là qui porte le poids de la vie depuis 32 ans. C'est ouais, si ça va. Non, je suis bien en fait. Je suis bien. C'était une année pleine d'événements. Ouais. Et c'est des choses bien, des choses moins bien. Mais plein de choses. Et c'est ça qui est bien, c'est que j'ai l'impression en fait d'avancer. Parce que là, les 2 années avant, c'était un peu une
une espèce d'inertie, une espèce d'impression que les choses n'avancent pas. Et il y a eu des moments cette année où c'était un peu le cas aussi. Mais ouais, j'ai l'impression enfin ouais, qu'il y a des choses qui se passent et que ça avance, quoi. Ok. Donc c'est cool. Bah, non, c'est je suis plutôt content. chouette. Puis là, c'est sûrement parce que je m'en vais. Hein. C'est possible que l'envie d'ailleurs joue. Et du coup, ma dernière question pour terminer. Est-ce qu'il y a une espèce de grande leçon de vie que tu as appris, genre qui reste aujourd'hui comme un leitmotiv il y en a, c'est des phrases, il y en a, c'est plus un axe de vie, genre dans le comportement. Est-ce qu'il y a un truc, genre, qui, au fil des expériences, que ce soit tes burn-out, ou les trucs d'ailleurs plus positifs, évidemment, est-ce qu'il y a un espèce de truc qui reste comme un leitmotiv pour éviter de te refouler dans des situations compliquées et qui te permet, toi, d'avancer? Ouais. Dans toutes les situations dans lesquelles je serai, je verrai sûrement plusieurs chemins pour avancer. Et le seul problème, c'est choisir le bon chemin. Mais je serai toujours capable de rebondir parce que j'ai déjà rebondi plein de fois. Donc ça, c'est l'idée que Ouais. c'est pas inessayable et on rebondit. Ouais. Ok. Eh ben, c'était une très bonne première. Je suis très contente d'avoir un très beau mec avec un très beau pull jaune. Mais les gens ne voient pas ça. Ben oui, mais je leur dis, tu as un très beau pull jaune, d'un jaune vif. Oui. Voilà. Et ça, c'est pas banal en cette belle journée de novembre. Eh bien, merci Simon d'avoir été mon cobaye de podcast. Ciao les jeunes. C'était un final nul. Merci à vous d'avoir écouté un épisode de À nos 30 ans, le podcast qui témoigne d'un âge de l'entre-deux assumé et raconté par les trentenaires eux-mêmes. À bientôt.